Olivier Bertrand, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. On commence par un volet international, notamment l'Iran. Jacques Paris et Cécile Collère, français détenus à Téhéran, sont désormais inculpés d'être des espions israéliens. Ils risquent la peine de mort. On voit que l'Iran ne revient pas à la modération. Ah, certainement pas, non. Non, mais il faut maintenant conduire une action diplomatique très forte. Ça va être, j'en suis convaincu, le rôle du président, la volonté du président de la République et du gouvernement. Tout le monde sait bien que derrière ça, ils sont privés de leur liberté, menacés de mort, tout simplement pour des raisons qui sont des raisons politiques et diplomatiques. Tout ça ne tient pas un seul instant. Mais encore une fois, la vocation d'un pays comme le nôtre, c'est de se battre pour la libération de toutes celles et ceux qui sont détenus. C'est vrai là, c'est vrai aussi en Algérie. Christophe Glaise et Boualem Sansal. Et Boualem Sansal, bien évidemment. Et puis, c'est aussi les otages qui restent encore détenus par le Hamas. La volonté de la France, le rôle de la France, n'est pas le pays des libertés pour rien, c'est de se battre en permanence pour la liberté des uns et des autres, de nos concitoyens bien sûr, mais de tous ceux qui sont détenus arbitrairement. Mais maintenant, si on revient à la question de l'Iran, c'est pas pour autant qu'il nous faut changer notre position. Je crois que c'est très important. Est-ce qu'elle est claire, notre position ? En tout cas, je vais vous dire la mienne. Israël et les États-Unis ont bien fait d'intervenir. Ils ont bien fait d'intervenir pour marquer un coup d'arrêt au programme nucléaire iranien. Tout le monde sait bien que depuis des années, l'Iran, malgré sa coopération avec l'agence internationale, est en marche vers le nucléaire. Nucléaire militaire. Et il fallait y mettre un terme. Aujourd'hui, les informations que nous avons laissent à penser que ce programme n'est pas anéanti complètement, mais c'est un coup d'arrêt qui a été marqué et qui montre aussi à l'Iran que s'il reprenait cette marche en avant vers le nucléaire militaire, il peut y avoir à nouveau une intervention. On va me dire que la voie diplomatique est toujours préférable. Oui, avec les Iraniens, si vous croyez véritablement à la voie diplomatique ou au succès diplomatique, c'est que vous êtes bien naïf. Mais comment on reprend ces discussions diplomatiques après avoir frappé ? En tout état de cause, ce que je crois, c'est que moi, j'ai pas envie ni de vivre, ni que mes enfants grandissent dans un monde où l'Iran détient l'arme nucléaire. Ça n'est pas seulement la question de la sécurité ou de l'existence d'Israël, c'est aussi la sécurité d'une bonne partie du monde. Voilà pourquoi je l'assume. Je pense que ma position sera très claire. Oui, les États-Unis, oui, Israël ont bien fait. Maintenant, place aux engagements internationaux s'ils sont respectés par les Iraniens. L'Agence internationale à l'énergie atomique n'est plus la bienvenue à Téhéran. On a reculé de ce côté-là. Comment on reprend le dialogue ? Pour l'instant. Non, par contre, il y a aussi autre chose. Parce que le fait que nos deux compatriotes soient aujourd'hui menacés de mort, il faut voir aussi ce qui se passe en termes de répression en Iran. Le régime aujourd'hui, les Pasdaran font un tour de vis d'une ampleur sans précédent. C'est à nouveau un drame pour le peuple iranien. Il y a eu bien évidemment la façon dont les femmes iraniennes ont vécu une répression sans nom, voilà maintenant quelques années. Mais aujourd'hui, ce régime continue à montrer très clairement sa violence vis-à-vis de son peuple. Il se durcit encore. Est-ce à dire qu'Israël et Washington auraient dû aller plus loin et qu'on a eu tort de ne pas abattre le régime ? Je pense que le message a été clair et si vous voulez abattre un régime, c'est le peuple qui peut le faire. C'est le peuple qui peut le faire. Il y a des pays dans lesquels le peuple s'est soulevé. Mais bien évidemment, c'est la voie des élections quand elles sont véritablement libres qui est possible. D'ailleurs, si le régime iranien se durcit à ce point, c'est qu'il voit très clairement qu'il y a tout un peuple iranien qui veut autre chose et qu'il faut vivre autre chose. Maintenant, il y a aussi un autre point qui est important, c'est que si on élargit au-delà de l'Iran, c'est que je suis intimement convaincu que le moment approche pour qu'on ait à nouveau une nouvelle dynamique des accords d'Abraham. À condition de régler la question palestinienne ? C'est-à-dire d'arriver à une solution politique à Gaza et puis de retrouver un dialogue entre une structure étatique palestinienne et Israël ? Déjà sur Gaza, il nous faut mettre hors d'état de nuire de façon définitive le Hamas, que ce soit à Gaza et qu'en Cisjordanie, il ne puisse pas y avoir également le moindre risque. Exil des dirigeants, propose Trump. C'est un préalable. Comme nous le savons aussi, la situation à Gaza est terrible, nous le savons bien. Mais clairement, si le Hamas libère les derniers otages, tout de suite, les choses changeront immédiatement. La guerre s'arrête. Évidemment. Mais vous savez, c'est pas un scoop que je vous livre. Mais c'est une vérité qu'on n'entend pas souvent. C'est-à-dire que la façon dont on peut sortir de cette situation tragique à Gaza, ceux qui ont la solution, tout de suite, c'est le Hamas. Libérer les otages, l'exil des dirigeants, comme le propose Trump, c'est acceptable ? Écoutez, moi ce que je veux, c'est que le Hamas ne puisse plus intervenir, ni militairement, pour ne jamais connaître à nouveau l'horreur du 7 octobre, mais également qu'il ne soit plus en mesure de jouer ce rôle destructeur, pas seulement déstabilisateur. Donc,
Le Hamas éliminé politiquement et militairement, c'est un préalable à tout. Donald Trump ne veut plus livrer de matériel aux Ukrainiens, le matériel promis. Emmanuel Macron a repris le dialogue avec Vladimir Poutine pour parler Ukraine, mais pour parler Iran aussi. Il a eu raison, le président français. Oui, on a toujours intérêt à parler avec les uns et avec les autres, même ceux avec lesquels nous n'entretenons pas de bonnes relations. C'est toujours l'intérêt, et de toute façon, ne nous racontons pas d'histoire. Nous sommes du côté des Ukrainiens, depuis le début, et nous le resterons. Le combat des Ukrainiens, c'est notre combat. Très clairement. Encore faut-il avoir le moyen de les aider. Oui, c'est ce que fait d'ailleurs l'Union européenne, c'est ce que nous n'avons pas cessé de faire et c'est ce que nous allons continuer à faire. Mais à un moment donné, pour sortir de ce conflit, il faudra bien discuter. Et discuter avec qui ? Les Ukrainiens et les Russes. Donc parler à Vladimir Poutine, bien évidemment, c'était pas une option, c'était une obligation. Et le président de la République, c'est un entretien qui a duré 2 heures, je crois, où il était question de beaucoup de sujets, même s'il y a des désaccords importants. C'est important. Vaut mieux se parler avec des désaccords plutôt que d'être dans l'absence totale de relations. La guerre n'est pas perdue là-bas. Pour les Russes ? Non, pour les Ukrainiens qui vont devoir céder du territoire, négocier. Je pense qu'en tout état de cause, vous savez, les combats pour la liberté ne peuvent pas perdre. Cette aspiration est profonde. Alors, quand je tiens ce propos, il m'est déjà arrivé d'intervenir dans des conférences ou autres où on me dit les démocraties sont une parenthèse. Non, sur les régimes autoritaires, les parenthèses, toujours. Ça peut durer longtemps, c'est vrai, mais rien ne peut entraver la volonté de liberté d'un peuple. L'Allemagne a été coupée en deux, 45 ans, ça peut arriver à l'Ukraine. Le temps très long. Je pense très sincèrement que sur les conditions de la paix ensuite, ça sera aux Ukrainiens de dire ce qu'ils veulent. Et pardonnez-moi, aux Ukrainiens avant même les Européens ou les Américains, ça sera aux Ukrainiens de dire justement quel est le prix de la paix, leur volonté justement, ça c'est très important. Et c'est à eux de le dire. Imaginez si nous, après la guerre, on nous avait dit alors ça va se passer comme ça et puis vous la fermez. Jamais de la vie. Donc il faudra respecter leur point de vue. Mais encore une fois, vous savez, concernant Donald Trump, dit beaucoup de choses et puis ça peut aussi varier. Donc il faut bien comprendre que ce qui importe, c'est la cohérence. Les Européens ont fait preuve de cohérence depuis le début, on continue. Politique nationale maintenant. Nicolas Sarkozy a reçu Jordan Bardella dans ses bureaux, rue de Miromesnil. Est-ce qu'il a eu tort ? Est-ce qu'il a eu raison ? Moi, le Front National, comme LFI, je les combats. Et quand je les combats, je prends pas mon petit déjeuner avec eux et je ne dîne pas avec eux. On leur parle dans l'enceinte politique, pas à côté. On les combat dans l'enceinte politique. Donc erreur de l'ancien président. On les combat sur le terrain. Demandez-lui pourquoi il l'a vu, mais ce que je sais, parce que j'en avais parlé avec Nicolas Sarkozy, voilà déjà longtemps. Ça fait longtemps que Jordan Bardella se roule par terre pour être reçu par Nicolas Sarkozy. Et je vous ai dit, en ce qui me concerne, je ne petit déjeune pas avec eux. Je ne les reçois pas en rendez-vous et je ne dîne pas non plus avec eux. Édouard Philippe avait dîné avec Marine Le Pen. Oui, il a dîné. Enfin, ce qu'il y a avec Nicolas Sarkozy, c'est que il le dit, il rend ça public. Je crois qu'Édouard Philippe l'avait tenu secret, ce dîner. Et c'était sorti beaucoup plus tard. Le socle commun ne va pas bien. Ce qu'on appelle le socle commun se déchire à peu près sur tous les sujets, la proportionnelle, le retour des impôts et même les énergies renouvelables. Alors est-ce qu'il faut arrêter les énergies renouvelables et faire du tout nucléaire ? C'est ce que propose Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy, ou continuer à y croire aux éoliennes ? Donc il est dans une région assez marquée par les vents et le soleil. Assez marquée, défigurée, oui. Ah oui, mais bon, il faut bien trouver l'énergie quelque part. Ça fait 10 ans. Que je me bats contre les éoliennes. Et ce combat m'a permis dans ma région d'éviter, par des actions systématiques que je lance, contre les projets d'implantation, en 10 ans, il y a 2000 mâts éoliens qui n'ont pas vu le jour. Mais il y en a autant qui ont vu le jour. Autant qui ont vu le jour. Pourquoi ? Parce que certains promoteurs profitent de la faiblesse, de la fragilité financière de communes ou de propriétaires pour venir installer des éoliennes. Pour certains, c'est un chèque, clairement, qu'on met sur la table. Les éoliennes ne remplaceront jamais le nucléaire. Aujourd'hui, je vous le dis, il nous faut maintenant un moratoire pour remettre les choses au point. Ça fait 10 ans que je dis aux différents gouvernements, tout cela finira mal. Vous finirez par avoir des actions contre les éoliennes et contre les implantations. Des dégradations. Il faut quand même qu'on évite ça. Ça fait 10 ans que je tire ce signal d'alarme. 10 ans. Et aujourd'hui, on nous dit le moratoire, c'est n'importe quoi. Non, le moratoire permettra enfin de remettre les choses à plat et de remettre les promoteurs à leur place, c'est-à-dire des acteurs d'une stratégie avec les énergies renouvelables et pas celles et ceux qui profitent de la faiblesse d'un certain nombre de propriétaires. Donc aujourd'hui, ce moratoire, il est indispensable pour remettre les choses à plat. Dans ma région, trop c'est trop. On a été la première région de France à se voir défigurée, où des populations sont encerclées par les éoliennes. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis aujourd'hui d'une cohérence totale.
Je ne suis pas notamment comme le Front National, où voilà, depuis de nombreuses années, moi j'ai des conseillers régionaux qui sont maires, qui sont propriétaires, qui ont vendu leur terrain à des promoteurs d'éoliens. La mairie d'Hénin-Beaumont avait vendu justement des terrains à elle pour que justement s'installent des mâts éoliens. Vous savez, en politique, je ne sais pas quelle qualité il faut, mais moi je revendique la cohérence. On dit que souvent, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Alors en matière, je suis un imbécile parce que je n'ai pas changé d'avis sur l'éolien, je ne changerai pas d'avis. Est-ce qu'il faut changer d'avis sur les impôts? Est-ce qu'il faut se résoudre à des hausses d'impôts l'année prochaine? Mais puis quoi encore? On est un pays qui est victime d'overdose fiscale depuis des années. Et on va continuer à ne rien changer, à ne pas baisser la dépense, à augmenter les impôts. Mais on est complètement fou. Vous savez, aujourd'hui, un système démocratique repose sur le consentement à la loi. Or, beaucoup de Français ont le sentiment que la loi ne s'applique pas à ceux qui ont des comportements délinquants ou autres. C'est un sentiment qui est profond. Et aussi, l'impunité n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une réalité dans beaucoup de cas. Deuxième phénomène, ça repose sur le consentement à l'impôt. Aujourd'hui, ces deux fondements, ces deux piliers de la démocratie sont battus en brèche. Et on s'étonne que le sentiment démocratique puisse reculer. Moi, je vais vous donner un exemple concret, Christophe Barbier, très concret. L'an dernier, le gouvernement, à la demande de certaines régions, a mis en place un nouvel impôt, un versement mobilité pour les entreprises de plus de 11 salariés pour financer notamment les transports. Et je n'ai pas voulu appliquer ce nouvel impôt dans la région des Hauts-de-France. Il m'aurait ramené à peu près 80 millions d'euros. Parce que c'est pas parce que le gouvernement a fait la poche des régions que les régions doivent faire la poche des entrepreneurs. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Comme vous. Si vous n'avez pas assez de revenus, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez venir voir votre employeur en disant augmentez-moi. Mais la réalité, c'est que vous avez baissé vos dépenses. Eh bien, il est temps que l'État fasse la même chose. Les régions le font. Comme je n'ai pas augmenté ce nouvel impôt, j'ai baissé les dépenses de la région de 127 millions d'euros. C'est-à-dire que j'ai baissé sur l'ensemble des dépenses, avec par contre le pouvoir d'achat de mes concitoyens, la jeunesse, la culture. Ça, par contre, ça n'a pas baissé parce que ce ne sont pas des variables d'ajustement. Mais pour le reste, entre augmenter les impôts, baisser les dépenses, j'ai choisi. Et il serait temps que l'État fasse exactement la même chose. L'État ne le fait pas parce que le Premier ministre n'est pas assez volontariste? Oui, il n'est pas assez volontariste, on sait bien. Là où vous savez, aujourd'hui, et c'est un phénomène qui marque beaucoup, on pensait que ça pouvait être un phénomène ressenti par les commentateurs, les journalistes, les acteurs politiques. Non, les Français sont en train de se dire, mais c'est quand même pas possible, on va pas rester 2 ans sans rien faire. L'immobilisme. Ça va pas être le règne de l'immobilisme. On a un monde géopolitique qui est particulièrement inquiétant. On a aussi nos voisins qui reprennent des couleurs, qui reprennent des forces. Regardez l'Allemagne, regardez l'Italie. Regardez aussi la façon dont, on en parlait tout à l'heure, on paye un maximum d'impôts. Notre système éducatif aujourd'hui, mais tous les parents sont inquiets comme c'est pas permis. Notre système de santé ne tient plus que par la seule force, la seule volonté, le seul encouragement des professionnels de santé. On peut se dire que ça va continuer à s'affaiblir doucement. Non. À un moment donné, ce qu'on risque, c'est le collapse. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas cela. Et donc, sur tous ces sujets-là, vous ne pouvez pas vous contenter de dire « Oh là, on va y aller en pente douce, pas pendant l'été, mais jusqu'en 2027. » Le pays ne peut pas se le permettre. Et ça ferait le lit des extrêmes qui, eux, n'ont qu'un seul intérêt, que ça aille mal. Moi, je fais partie de ces élus. Je me bats pour que ça aille mieux. Et dans ma région et au niveau national. Et pourtant, c'est en 2027 qu'on réglera les grands choix, on le sait bien. C'est pas vrai. Vous avez la possibilité de changer les choses. Vous voulez réindustrialiser vraiment? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas que fiscales, qui ne sont pas que budgétaires. La simplification. Quand on fait notamment de Choose France, qui est une belle réussite. D'ailleurs, ma région s'associe à ce phénomène et on a aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans. Bon, mais pourquoi c'est le tapis rouge pour les investisseurs internationaux et que c'est le parcours du combattant pour l'entrepreneur local qui veut tout simplement se développer, qu'on lui applique le même régime? Regardez, ce pays est un pays formidable, la France, mais tout est décidé, tout est centralisé à Paris. Vous voulez justement libérer le pays, donner davantage de responsabilités dans les territoires à la province. Ça, on n'a pas besoin d'attendre 2027, ça peut se faire dès maintenant. Et vous l'avez compris, pas besoin de sortir un chéquier. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, merci, bonne journée et bel été. Merci Christophe, on vous retrouve demain et votre invité sera le journaliste d'investigation Hervé Gattegno. Radio J.